Bonjour, je suis Jean-Marc de l'agence Alchemia, fondateur de l'agence avec ma compagne Arpa. Nous avons créé l'agence en Islande en 2010, donc cela fait 15 ans. Nous avons commencé à l'époque de la fameuse éruption de l'Eyjafjallajökull qui avait beaucoup fait parler d'elle avec l'interruption des vols en Europe. Et ça avait été un formidable... En fait, ça a été une formidable publicité pour l'Islande, parce qu'ensuite le tourisme a vraiment bondi sur les années suivantes. Donc nous sommes un couple franco-islandais, nous sommes installés dans le nord de l'Islande, dans le fjord d'Akureyri, Eyjafjörður, ce qui fait une particularité de notre agence, puisque toutes les agences sont installées dans la capitale Reykjavik, qui est à proximité de l'aéroport international, donc qui est au sud-ouest. Je présenterai sur la carte tout à l'heure. Et nous sommes dans le nord, donc plus sur le terrain. Et donc, ce qui fait aussi une particularité de notre agence. Donc, nous sommes une petite agence, une entreprise familiale. On a l'habitude de guider, Arpa et moi, donc d'accompagner les personnes. On est plutôt spécialiste des petits groupes, entre 6 et 15 personnes. Plus exceptionnellement, on organise des groupes de 20-30 personnes pour des voyages découvertes. Mais c'est pas notre corps de métier. On est plutôt à la fois sur les petits groupes de randonnée, de découverte ou avec des thématiques. Par exemple, l'ornithologie, la géologie, la photographie, le yoga, différentes choses. Et la randonnée, avec des voyages en raquette l'hiver, etc. Et puis, bien sûr, avec une forte demande ces dernières années, on s'est développé aussi sur les autotours. Donc ça, c'est un point important et un savoir-faire important de notre agence. Au niveau de notre engagement sur l'environnement, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il existe beaucoup de labels. On est dans le process, par exemple, de Travel Life, mais on est adhérent à Voyageurs et Voyagistes éco-responsables depuis le début. Et puis pour nous, c'est quelque chose, c'est un engagement qui fait partie, je dirais, de l'ADN de notre agence. Arpa a été président de l'association dans le Nord pour la protection de l'environnement. On plante des arbres chaque année. Donc pour nous, on est avant tout dans les actes plus que dans la recherche de labels. On est dans des décisions aussi, par exemple, de pas organiser des courts séjours, de pas multiplier donc les déplacements, etc. On cherche aussi, on est plutôt dans la philosophie du slow travel. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, donc des valeurs que l'on a depuis le début et qui sont pas forcément formalisées par un label, parce qu'on préfère être dans l'action. Ensuite, la particularité également de notre agence, donc sur la deuxième image, ça c'est notre lieu. Donc on est dans le fjord, là vous avez la vue sur le nord, et on a créé un lieu on a commencé à le construire en 2016 et puis c'est terminé en 2022. Donc c'est à la fois notre lieu de vie et c'est un lieu aussi où on a la possibilité donc d'accueillir jusqu'à 15 personnes, donc des petits groupes. Et on a également un lieu, la maison centrale que l'on voit, qui est une salle de yoga. Donc, on peut accueillir aussi des groupes qui viennent pratiquer le yoga ou d'autres pratiques de Qigong, méditation, etc. Donc ça, c'est aussi une thématique de notre agence. Donc, on est vraiment dans la nature et à la fois proche de la ville d'Akureyri. On en est à un quart d'heure et donc de l'aéroport également. Donc, l'endroit du coup est facile d'accès. Donc ça, c'est une particularité parce qu'on a guidé beaucoup de voyages. On en guide moins aujourd'hui avec le développement des voyages individuels en autotour, même si parfois ça se fait, c'est des petits groupes qui voyagent en autotour, 8-10 personnes, des clans.
mais qui nécessite pas forcément, les gens préfèrent ne pas avoir de guide. On a la possibilité quand même d'accueillir les gens. Et ça, pour nous, c'était un point important parce qu'évidemment, avec les autotours, on finit par travailler uniquement par Zoom, etc. Et on ne rencontrait plus physiquement les personnes. Et pour nous, c'était vraiment important que durant un séjour, on puisse aussi avoir un vrai contact avec les gens. Donc, du coup, les personnes peuvent nous poser des questions sur la vie en Islande, sur avoir un contact avec des locaux. Donc c'est le point important pour nous. On n'aime pas trop faire des copier-coller de voyages. On aime bien être dans la créativité, donc d'avoir des voyages qui sont personnalisés et une vision plutôt artisanale, qualitative que quantitative. Alors, pour vous donner plus d'éléments sur la destination, bon, c'est une destination aujourd'hui qui commence à être connue, en plus qui est proche de la France. On est à un peu plus de 3 heures de Paris, avec beaucoup de possibilités d'aérien, de Paris, d'Orly avec Transavia, de Bâle avec EasyJet. On a maintenant des vols aussi vers le nord. Là, je pointe vers Akureyri, dans le fjord où on habite. On a des vols directs en passant par Londres, donc avec EasyJet, de la période d'octobre à Metz, qui permet d'arriver directement dans le nord. Donc voilà, mais donc une destination qui est facile d'accès à 3 heures du continent. 3 heures et demie. Alors, pour comprendre un peu la physionomie de l'Islande, on a au sud-ouest donc la capitale, Reykjavik, et puis l'aéroport international, donc qui s'est fait à une époque après la Seconde Guerre mondiale, sur la base américaine. À une époque, il y avait plus de 10 000 GI qui étaient là, et ce qui a mené en fait pratiquement l'ensemble de la population petit à petit à migrer vers la capitale pour des raisons économiques, parce que le travail, beaucoup de travail était fourni par la base américaine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 70% de la population de l'Islande qui est sur la zone sud-ouest de Reykjavik, là où la plupart des voyageurs arrivent donc à l'aéroport international. Donc ça donne évidemment un aménagement du tourisme particulier, parce que donc tout ce qui est très connu, par exemple comme le Blue Lagoon est à côté de l'aéroport international, le Golden Circle, le Cercle d'Or qui est ici, c'est-à-dire des attractions qui sont créées pour des courts séjours autour de la capitale. Et donc tout le marketing a tendance à être, les articles, etc., à être produits sur cette région, et y compris ensuite la côte sud qui va ici. Donc la route numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, donc qui longe la côte sud et qui est spectaculaire parce qu'évidemment, bon, on passe à proximité du 2e glacier d'Europe, qui est la taille grosso modo de la Corse, 8000 km², d'autres glaciers ici, il y a des chutes d'eau, etc., des plages noires, enfin beaucoup de choses. Mais donc, comme c'est facile d'accès par rapport à la capitale et que toutes les agences de bus, etc., d'attractions sont ici, du coup, tout le tourisme de masse est concentré ici, et quand des clients vous contactent ou nous contactent, c'est toujours pour dire « Ah ben, je veux venir en Islande et donc découvrir, je veux faire la côte sud, voir un peu l'ouest. » Donc ça, c'est un point important. Nous, alors, on a une démarche évidemment à part parce qu'on est dans le nord, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'organiser des choses sur la côte sud, mais on trouve aujourd'hui que c'est quand même un peu abîmé par le tourisme de masse, et que un des grands intérêts de l'Islande, c'est quand même les grands espaces. C'est se retrouver dans une nature qui est quasiment vierge pour une grande partie de l'Islande. L'Islande, c'est en fait 80% de l'Islande, si on prend tout le territoire qui est là au centre, et pratiquement, il y a quelques pistes qui traversent. C'est en altitude, donc personne n'y habite, et le paysage est resté, c'est la plus grande réserve naturelle d'Europe. Elle est protégée naturellement par le climat, par le fait qu'on ne peut accéder dans cette zone à peu près que 3 mois par an, entre fin juin et septembre, en fonction du retour de la neige. Donc énorme espace naturel. Et puis il y a cette route numéro 1 donc, qui fait le tour ici.
Donc nous, notre démarche, c'est d'essayer quand même d'expliquer qu'on peut faire d'autres itinéraires en Islande, que se concentrer sur la côte sud, parce qu'en fait, il y a là, par exemple, il y a les plus puissantes chutes d'Europe, il y a du volcanisme. On a pour voir les baleines, même si le marketing dit qu'on peut les voir à Reykjavik, en fait, on les voit rarement. Elles sont surtout dans le fjord, là où on est. Elles passent souvent devant notre maison. Donc beaucoup de choses sont ici. Il y a moins de monde. Les hébergements sont aussi plus sympas. Comme il n'y a pas le tourisme de masse, on a une autre qualité d'hébergement, d'infrastructure. Donc on essaye de montrer, bon, y compris d'ailleurs les fjords de l'Est ou le Nord-Ouest, etc., toutes les parties de l'Islande, on essaye d'ouvrir à d'autres possibilités. Donc, quand on arrive ici, évidemment, ensuite, ça va dépendre de la durée du séjour qui est possible pour les personnes. En général, on fait des séjours. L'hiver, on peut faire un séjour d'une semaine. L'été, on conseille au minimum d'avoir 12 jours sur place. Après, ça peut être 2 semaines, 3 semaines. On a beaucoup de clients qui sont venus 3 semaines, qui reviennent plusieurs fois, etc. C'est plus après, la limite est plus par rapport au budget possible que l'envie de revenir. Alors le budget, bon, c'est une composante importante, même le premier élément qu'on demande quand des personnes nous contactent, et quand vous nous contacterez, c'est la première chose que l'on demande, le budget possible, parce que l'Islande, donc, c'est un des 3 pays les plus chers au monde. Donc, le vol n'est pas forcément très cher, mais dès qu'on touche aux prestations sur place, hébergement, véhicules, les restaurants, les guides, etc., tout est très très cher. Au niveau des périodes de voyage, donc on peut vraiment voyager toute l'année. On a souvent le préjugé avec l'Islande où là c'est très au nord, il doit faire très froid, etc. En fait, on a le Gulf Stream qui tourne autour de l'Islande et on a un climat là aujourd'hui. Donc on est le 17 octobre, il fait 10 degrés dehors, il faisait 15 degrés hier. Parfois, il fait 15 degrés au mois de janvier. On a beaucoup de températures qui tournent autour de zéro, en fait, hein, l'hiver. Et puis l'été, ça va. Parfois, il peut faire froid, mais ça peut aller, comme cette année, jusqu'à 30 degrés. Et en tout cas, voilà, on n'a jamais des températures très très froides, comme les températures continentales, comme en Finlande, au Canada, etc. Donc, on peut venir toute l'année. Ensuite, la particularité du climat en Islande, c'est une instabilité, comme c'est une île. Donc, on peut avoir évidemment des tempêtes de neige, beaucoup de vent. Comme le pays est très ouvert au nord, donc il n'y a pas beaucoup de protection, de forêts, etc. Donc, beaucoup d'étendues désertiques. Donc, quand il y a du vent, il y a vraiment du vent. Mais ceci dit, c'est possible à toute période. Donc vous pouvez le climat très souvent quand on nous contacte, c'est aussi un préjugé, c'est-à-dire qu'on pense que dans le sud de l'Islande, a priori, il y aurait une meilleure météo que dans le nord. Parce qu'on pense peut-être qu'en France, évidemment, dans la Méditerranée, il fait meilleur que dans le nord. Mais c'est pas le cas en Islande. En fait, la meilleure météo est essentiellement dans le nord. Donc, c'est aussi un argument pour plutôt aller dans le nord. C'est aussi pour cette raison qu'on a les glaciers dans le sud, c'est parce que ici on a un relief important et que toute la pluie est concentrée dans le sud. Donc on a pratiquement le double de pluviométrie dans la région du sud que dans le nord. Et en plus, il fait un tout petit peu plus froid l'hiver dans le nord, donc on a souvent des ciels plus dégagés, ce qui est plus intéressant pour voir les aurores boréales. Et plutôt que d'avoir de la pluie, on a de la neige, ce qui est plus sympa aussi pour les paysages. Alors que quand on vient sur la côte sud, on a plus le risque d'avoir du vent et de la pluie froide, ce qui rend quand même un peu plus compliqué les voyages. Donc ça, c'est aussi un argument pour voir aussi d'autres régions et notamment le nord qui a vraiment des avantages pour le climat. En fait, en Islande, tout le monde préférerait habiter dans la région du nord, mais pour des raisons de travail, de vie sociale, la majorité des gens habitent sur la capitale. Donc, on a aussi, pour donner quelques éléments
sur l'Islande, c'est un pays très jeune. Donc, on a une diversité de paysages, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la région qu'on va visiter en Islande, en fait, c'est magnifique partout. Donc, on a des régions un petit peu plus anciennes à la périphérie. On est sur la séparation des plaques tectoniques. Donc, l'Islande est toujours en train de s'agrandir. On a toujours de l'activité volcanique. Ces dernières années, on a beaucoup parlé puisqu'il y a une éruption qui revient pratiquement tous les ans dans la zone de l'aéroport ici. Et là, une menace va peut-être ressortir aujourd'hui ou dans les prochains jours. Donc, on a toujours de l'activité volcanique. Et on a des paysages donc qui sont très récents, avec beaucoup de chutes, beaucoup de diversité de couleurs, avec des montagnes rhyolithiques, colorées, différents types de volcans, bien sûr les glaciers, un endroit ici comme Jökulsárlón, avec la glace qui se détache du glacier, qui arrive dans une lagune glaciaire et qui descend vers la mer, donc des icebergs qui bougent. Donc pour la photographie, l'endroit est absolument magnifique. Et puis bon, les fjords, la faune, etc. Donc beaucoup de diversité en fait dans les visites. C'est pour ça qu'en général les personnes reviennent plusieurs fois en Islande si elles ont le budget. Donc, je vais venir ensuite dans l'image suivante sur les itinéraires. Concernant ceci, donc on propose l'itinéraire qu'on fait le plus. C'est un itinéraire qui part évidemment de la capitale et qui fait le tour de l'Islande à peu près sur 14 jours. On considère que sur 2 semaines, on peut le faire dans de bonnes conditions. Ce qui évite parfois de changer d'hébergement chaque jour, de pouvoir rayonner en étoile. Comme évidemment, il n'y a qu'une route principale, le flux aussi du tourisme est sur cette route principale. Donc c'est bien de pouvoir par exemple être à un endroit ici dans l'Est et puis d'avoir de nuit et de pouvoir rayonner autour et donc du coup de sortir aussi du flux. La même chose dans le Nord, on a souvent nos clients qui passent 3 nuits voire 4 nuits chez nous. Et l'intérêt du lieu ici, c'est qu'ils vont pouvoir rayonner, aller à la chute des Typhos, aller à Husavik, profiter donc du lac de Mývatn et du volcanisme, profiter des bains chauds, des baleines dans le fjord, etc. Et ne pas forcément donc changer d'hébergement tous les jours. Donc 14 nuits, c'est presque, je dirais, un minimum. Et puis ensuite, ça peut s'adapter en fonction de la période. Si les gens sont un peu plus aventure, donc on peut louer un 4x4 et faire des incursions dans les hautes terres, aller voir des endroits qui sont très connus, par exemple comme Landmannalaugar, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on peut faire des incursions dans les hautes terres et revenir sur l'itinéraire principal. Donc ça, c'est vraiment l'itinéraire de base pour un voyage l'été, qui est souvent fait aussi très accessible en famille. Les enfants adorent ça, il y a beaucoup d'activités possibles. Et puis l'Islande est tellement étonnante qu'en général, tout le monde est content entre les bains chauds, la faune, etc. Ensuite, on a 2 itinéraires qui nous sont propres. J'aimerais mettre en avant, comme je vous ai parlé de l'intérêt d'aller dans le Nord. C'est donc pour sortir de cette côte sud avec le tourisme de masse, c'est plutôt de partir sur un itinéraire vers le nord, donc qui peut se faire soit par un vol domestique. Donc on a des aéroports domestiques à l'est, ici, dans le nord-ouest, dans la capitale du nord-ouest. Mais le principal donc est à Kureyri, il y a un vol de 45 minutes où on peut faire la route ici. L'hiver, donc ça nécessite soit de combiner un vol domestique, l'aller en voiture ou l'aller-retour en voiture. Et puis l'été, on peut faire une boucle en passant ici par le centre, ce qui permet de traverser le cercle d'or, donc de participer quand même à la liste des incontournables et de traverser ici et de rejoindre le nord, ce qui fait aussi un voyage très diversifié. Et quand on arrive dans le Nord, l'intérêt de venir ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir un itinéraire qui est central et à partir de là, de pouvoir découvrir en étoile.
donc un certain nombre d'endroits ici, et de pouvoir passer même une semaine ici, et tous les jours de faire des choses différentes. La péninsule des Trolls, la Skagit ici, le lac de Mivat, Husavik, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc à faire en été, avec les particularités de l'été, par exemple le soleil de minuit qui apparaît ici, puisque là le fjord est ouvert vers le nord. L'hiver, on va plus être dans l'ambiance de la neige, donc la possibilité de faire des raquettes, ça. Les baleines sont maintenant toute l'année, donc on peut les voir à toute période. Les bains chauds sont plus sympas l'hiver que l'été, avec la différence de température, d'être dans de l'eau à 38 degrés quand il fait 0, -10, et puis de voir par exemple les aurores boréales, ou même d'être sous la neige qui tombe et dans de l'eau chaude, c'est vraiment une belle expérience. Donc on a ces deux itinéraires qui peuvent être faits on conseille un minimum de 8 nuits sur place, entre 8 et 10 nuits, hiver comme été, sur une version nord. Bon, il y aurait beaucoup évidemment de choses à dire sur l'Islande, la géographie, etc., mais je ne veux pas trop partir dans les détails. Bon, sinon, sur quelques infos pratiques, hein, l'Islande, c'est un pays qui est à la fois où on a beaucoup de nature, mais en même temps, on a aussi des infrastructures modernes. Donc, on a de la fibre optique partout, donc ce qu'on les clients demandent, est-ce qu'on a des connexions, etc. Mais que ça soit l'Internet dans les hébergements, que ça soit la couverture téléphone, etc. Donc tout est excellent. On n'est pas dans l'Union européenne, mais on est dans l'espace économique européen. Donc toutes les normes sont les mêmes, permis de conduire, etc. Donc il est très facile de venir ici, en tout cas pour les formalités administratives, et de voyager en Islande. Il n'y a pas non plus de problème comme c'est un pays relativement froid, donc il y a pas de soucis avec des maladies. Donc on peut l'eau du robinet potable partout et sans traitement. Enfin voilà, ça fait partie de toutes les qualités de l'Islande, ce qui fait aussi que c'est une destination qui est très agréable à faire avec des enfants. Donc il y a peu de risques qu'ils tombent malades, il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est un pays aussi qui est très accueillant, que ça soit au niveau des restaurants, etc. pour les enfants. Donc un voyage ici en famille est vraiment très très sympa. Donc les deux voyages que je vous ai présentés, donc qu'on appelle immersion nord, donc avec le soleil de minuit, et puis plutôt concentré sur les aurores boréales et les bains chauds, mais aussi les baleines, parce qu'elles sont là à toutes les périodes. Et ça, c'est plutôt donc le voyage été, on peut considérer que c'est dans la période mai jusqu'à début septembre. Et puis le voyage hiver, on commence à voir les premières aurores boréales à partir de septembre. Donc entre septembre et fin mars. Pour les aurores boréales, en tout cas, il faut venir au plus tard fin mars, début avril. Là, vous avez des photos, par exemple, ça c'est du volcanisme à Mivat, des zones de solfatare. Là aussi dans le centre l'été. Donc ça, c'est deux images du centre l'été. Donc on peut marcher comme ça, à la fois à proximité de glaciers et dans des zones aussi très actives, des zones bleutées. Enfin, on a l'impression très souvent d'être sur une autre planète en Islande. D'ailleurs, on a beaucoup de films qui sont tournés ici, des grosses productions comme Oblivion, Star Wars, Star Trek. Beaucoup de choses qui sont faites ici, qui nécessitent donc des environnements extraterrestres. Alors, on a beaucoup d'activités possibles ici. Hein. Donc, et ça, c'est un bain chaud dans le sang, donc de l'eau à 38 degrés qui coule comme ça naturellement. Évidemment, les baleines, les macareux l'été, le chien de traîneau l'hiver. Donc ça, c'est aussi dans le nord, à proximité de chez nous. Il y a les chevaux islandais aussi qui sont propres à l'Islande, très particuliers, mais aussi très accessibles pour les enfants parce qu'ils sont plus bas. Vous avez la possibilité de faire du rafting aussi l'été dans le nord. Bon, évidemment, les activités de ski, même si c'est pas une destination, je dirais quand on a les Alpes, c'est quand même autre chose. On n'a pas des montagnes aussi hautes en Islande, mais par exemple pour le ski de randonnée, le ski de fond, c'est très sympa. Et puis surtout les marches en raquettes.
on guide par exemple des marches en raquettes comme ici l'image au centre. Donc là, on est dans une zone volcanique. Ça, c'est à mi-Watt. Donc on voit de la vapeur. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous qui se forment parce que la vapeur arrive par-dessous, fait fondre la neige. Donc on est constamment en Islande dans cette ambiance de feu et de glace comme l'image de gauche. Là, on a une éruption de lave qui jaillit. Et puis, on a évidemment le soleil aussi, encore entre les deux, entre ce qui vient du centre de la Terre et ce qui vient du soleil qui provoque les aurores boréales. Et on marche dans cet univers, comme ça, l'hiver, où à la fois la chaleur qui remonte du sol, qui donne ces formations. Et là, on est dans un ancien volcan. Pas si vieux que ça, parce que la dernière éruption date d'une bonne quarantaine d'années. Il y a beaucoup d'arguments pour promouvoir, je dirais, l'Islande. Bon, c'est un pays aujourd'hui qui est très connu, qui fait beaucoup parler de lui, aussi bien par ses résultats sportifs, des films qui sont sortis aussi sur l'Islande ou par des réalisateurs islandais, la littérature policière aussi, etc. Enfin, c'est un pays, que ce soit au niveau des traditions, de la littérature, il y a beaucoup de possibilités. Donc je dirais le luxe, c'est plutôt de choisir de façon à ne pas courir partout. Le danger très souvent quand les personnes font leur voyage eux-mêmes, c'est qu'en fait ils intègrent tellement de choses que ça devient plus un rallye automobile. Donc nous, notre travail, c'est d'arriver à faire des choix. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être redondantes, des chutes, quand on en a vu 10 dans le séjour, bon, c'est peut-être pas la peine de faire toutes les chutes d'Islande, les plages noires aussi, donc c'est plutôt d'amener une diversité dans les séjours de ce que l'on peut rencontrer. Ça, c'est l'univers du glacier, des grottes de glace, qui attire aussi beaucoup de monde l'hiver. Donc ça, c'est à faire entre octobre et puis pour des raisons de sécurité, pour éviter les risques évidemment d'effondrement durant l'été avec l'instabilité de la glace. Ça attire aussi beaucoup de monde. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire l'hiver. Donc j'espère vous avoir en tout cas convaincu de nous contacter quand vous avez des clients qui sont intéressés par l'Islande. Nous, on a une méthode aussi de travail parce que évidemment, c'est toujours préférable de parler directement avec les clients et on propose tout le temps aux agences d'organiser par exemple une visioconférence avec le client sans nous présenter en tant qu'Alchemia, en étant votre correspondant, votre spécialiste sur place et de pouvoir avoir une relation directe avec le client, ce qui le sécurise, de savoir que voilà, c'est la personne avec qui il va être en relation sur place, qui connaît le terrain et qui va pouvoir, dans l'assistance, s'il y a un problème avec le véhicule, des hébergements, les problèmes météo, etc., qui va pouvoir lui répondre en français sur place. On peut faire aussi cette visio à 3 dans votre agence, mais en tout cas, c'est pour nous, par expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux, qui permet de gagner beaucoup de temps et de sécuriser aussi la réussite de la vente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est un plaisir de partager notre passion de la destination et au plaisir donc d'échanger avec vous et à bientôt. Bonne journée.